Le pensionnaire. Il est arrivé chez nous un dimanche de novembre. À cette époque, nous habitons dans l'école communale de Sainte-Agathe. C'est une longue maison rouge avec une cour immense qui donne sur le village par un grand portail. Mon père, Monsieur Sorel, dirige le cours supérieur et le cours moyen. Ma mère, Milly, fait la petite classe. J'ai 15 ans à l'époque et je suis un adolescent différent des autres, plus fragile. Je boite à cause d'une maladie à la hanche. Nos dimanches se passent toujours ainsi. Mon père va pêcher, ma mère coud, et moi, quand je rentre à la fin de la journée, j'attends en lisant que Milly me montre sa nouvelle robe. Ce dimanche-là, quand j'arrive à la maison, je vois aussitôt qu'il se passe quelque chose d'insolite. Une femme aux cheveux gris se trouve dans la salle à manger. Elle a l'air inquiète. « Mais où est-il » demande-t-elle en regardant autour d'elle. « Il a dû faire le tour de la maison. » C'est Madame Maulne. Elle habite avec son fils Augustin à la Ferté-d'Angillon. Elle est veuve et riche. Et elle a décidé de mettre Augustin en pension pour lui faire suivre le cours supérieur. Elle nous parle de lui d'un ton mystérieux qui nous intrigue. « C'est toi, Augustin » dit-elle soudain en entendant un bruit derrière elle. Un grand garçon de 17 ans environ apparaît. Il porte un chapeau de paysan et une blouse noire. « Tu viens dans la cour » me dit-il. « Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans ton grenier. On va les allumer. » Il me montre des feux d'artifice. J'ai toujours été un enfant timide et solitaire, mais à partir de ce jour-là, ma vie change. Celle des autres élèves aussi. À la fin des cours, ils restent désormais tous en classe et autour de Maulne s'organisent alors d'interminables discussions. Plus tard, nous allons dans le village et nous nous attardons dans les boutiques des artisans. Je commence à participer moi aussi à ces sorties avec un mélange de plaisir et d'anxiété. C'est à cette époque-là, environ 8 jours avant Noël, que toute l'histoire commence. C'est une journée pluvieuse. Monsieur Sorel, je l'appelle comme ça pendant les cours, marche de long en large dans la classe. Tout à coup, il demande qui m'accompagnera à la gare de Vierzon. Une dizaine de voix répondent « Le Grand Maulne !» D'autres « Jasmin de Louche !» D'autres encore « Moi !» Allons, ce sera Mouche-Bœuf, dit mon père. Je suis déçu, Maulne aussi. Le jour suivant, en classe, on sent déjà l'atmosphère des vacances. Pendant que M. Sorel écrit des problèmes au tableau, les élèves parlent à voix basse. La place de Maulne est vide. Il n'est pas rentré après la récréation. Je regarde par la vitre. Dehors, rien ne bouge. M. Sorel ne s'est pas aperçu de l'absence d'Augustin. Je me tourne de nouveau vers la fenêtre quand j'aperçois Maulne. À côté d'une voiture à chevaux, des gens s'animent. Tout à coup, Maulne se dresse sur le siège et fait claquer le fouet. Il lance sa bête à fond de train et disparaît en un instant de l'autre côté de la montée. Alors, du fond de la classe, 3 élèves crient « Monsieur, le Grand Maulne est parti !» À ce même moment, un homme en blouse bleue entre dans la classe. « Excusez-moi, monsieur, c'est vous qui avez autorisé Augustin Maulne à aller chercher vos parents ?»« Mais pas du tout, » répond M. Sorel. Puis après quelques instants, « François, tu iras quand même à la gare. Maulne ne connaît pas le chemin, il se perdra, » dit mon père, fort contrarié. Chapitre 2. Le gilet de soie. De retour à la gare, mes grands-parents, confortablement installés devant la cheminée, bavardent avec mes parents. Je m'aperçois bientôt que je ne les écoute pas. Je surveille la porte dans l'espoir de voir apparaître Maulne. J'imagine qu'une voiture va s'arrêter et qu'il va entrer par cette porte. Mais rien. Personne ne l'a vu à la gare de Vierzon. Un homme a raconté qu'il a trouvé une voiture abandonnée au bord de la route. Mais du conducteur, aucune trace. Le soir, j'entends mes parents discuter à voix basse. Ils sont en colère. 4 longs jours s'écoulent dans cette attente glacée. Il fait froid, les étangs sont gelés. Le matin dans la cour, les élèves se réunissent en groupe.
Ils attendent qu'on allume le poêle de la classe. Alors que le cours a commencé depuis 1 heure déjà, un bruit nous fait lever la tête. Maulne est derrière la porte. Il secoue le givre de sa blouse. Monsieur Sorel descend de l'estrade. Maulne marche vers lui. « Je suis rentré, monsieur. »« Je le vois bien. Allez vous asseoir à votre place, » répond mon père. La classe reprend, mais au bout d'un moment, Augustin se lève. « Je voudrais aller me coucher, monsieur. Voilà 3 nuits que je ne dors pas. »« Allez-y, » dit monsieur Sorel. Au déjeuner, on ne questionne pas le fugitif. L'après-midi, Augustin s'enferme dans la classe pour consulter un atlas. Les autres élèves, poussés par Jasmin Delouche, le rival de Maulne, forcent la porte. Augustin, agacé par leur attitude, leur crie de le laisser en paix. Jasmin crie à son tour « Parce que tu es resté 3 jours dehors, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?» Les 2 garçons commencent à se battre, mais la porte s'ouvre, laissant apparaître monsieur Sorel. La bataille s'arrête aussitôt. Le soir, dans notre chambre, Augustin se déshabille lentement, tout en marchant. Il retire sa blouse, puis son paletot. Je remarque alors qu'il porte un étrange gilet de soie. Je lui demande « Où l'as-tu pris ?» Sans me répondre, il remet sa blouse par-dessus le gilet et, toujours silencieux, il s'étend sur son lit. Au milieu de la nuit, je me réveille brusquement. La chambre est très sombre, mais j'entrevois Augustin debout au milieu de la pièce. Je lui crie « Maulne, tu repars ? Je viens avec toi. »« Je ne peux pas t'emmener, François. Je ne connais pas le chemin. Je dois d'abord le retrouver et je suis en train de préparer un plan. »« Mais alors, tu ne peux pas partir, toi non plus. »« C'est vrai, tu as raison, » dit-il avec découragement. « Mais ce plan, je le compléterai et je te promets de t'emmener avec moi. Rendors-toi. » 2 ou 3 fois, en janvier, je me réveille en pleine nuit et je vois Maulne debout, prêt à partir, sa pèlerine sur le dos. Mais chaque fois, il hésite et revient sur ses pas. Enfin, une nuit, il commence à tout me raconter. « Tu te souviens du jour où je suis parti chercher tes grands-parents à la gare ? Il est 1h30 de l'après-midi, je suis sur la route de Vierzon et ma jument va bon train. Il fait froid, je m'enroule dans la couverture et bercé par le mouvement de la carriole, je m'assoupis un moment. Quand je me réveille, le paysage a changé. La jument boite. Elle a un caillou dans un sabot. Il commence à faire nuit. Je vois alors une maison isolée tout au bout d'un pré. Elle est habitée par un couple de paysans. Je leur raconte mon aventure. Ils insistent pour que je passe la nuit chez eux. Quand je sors pour mettre la jument dans l'écurie, je m'aperçois qu'elle a disparu. Je me mets à courir pour la retrouver. Pendant des heures, je suis des sentiers, je traverse des champs. Découragé et à bout de force, j'arrive près d'une bergerie abandonnée. J'y pénètre et je m'endors sur la paille humide. Maulne ferme les yeux et se tait. Je n'insiste pas. Mais le soir suivant, il reprend son récit. C'est ainsi que j'apprends toute l'histoire de cet étrange voyage. Chapitre 3. Une fête étrange. Au petit jour, Maulne se remet à marcher. Il se trouve dans l'endroit le plus désolé de la Sologne. La solitude est parfaite et le froid glacial. Soudain, comme dans un rêve, il aperçoit des enfants en habit de fête. 2 fillettes bavardent. « Si la glace fond, demain matin, nous irons en bateau. On nous donnera la permission ? C'est notre fête. Et si Franz arrive avec sa fiancée ? Eh bien, il fera ce qu'on voudra. » C'est peut-être une noce, se dit Augustin. Mais comme c'est étrange, ce sont les enfants qui commandent. Il voudrait sortir de sa cachette, mais il ne veut pas faire peur aux enfants. D'autres fillettes apparaissent. Elles portent de très jolis chapeaux noués sous le menton et des robes droites qui s'arrêtent aux genoux. Maulne décide de se diriger vers le vieux château qu'il entrevoit au bout du chemin. Il arrive dans une longue cour étroite, toute remplie de voitures.
Augustin a faim et sommeille. Il pénètre dans une grande pièce au plafond bas. Peut-être une chambre à coucher. Dans cette étrange demeure, le silence règne. Tout à coup, il lui semble que le vent porte les notes d'une musique perdue qui ressemble à un souvenir plein de charme et de regret. Il s'endort. Il fait nuit quand des voix le réveillent. « Ne fais pas de bruit, il dort. Mets des lanternes vertes à la chambre de Wellington, » dit un grand maigre édenté. « Wellington ? C'est un Américain ? Le vert, c'est une couleur américaine ? Tu dois le savoir, toi qui as voyagé, » demande son compagnon. « Oh, tu sais, dans une roulotte, on ne voit presque rien. Allez, il est temps de s'habiller pour le dîner. »« Monsieur l'endormi ?» dit l'autre homme à Augustin. « Réveillez-vous. Vous pouvez choisir un habit de marquis pour descendre dîner. » Dîner. Voilà une bonne idée, se dit Maulne, et il se dirige vers la cheminée où il a vu de grands cartons. Il soulève les couvercles et trouve des costumes d'autrefois. Il endosse sur sa blouse d'écolier un grand manteau dont il relève le col et il enfile des chaussures vernies. Il sort et se retrouve dans une cour obscure. Les bâtiments sont vieux, presque abandonnés. Mais tout a un mystérieux air de fête. Un jeune homme sort du bâtiment voisin, il porte un chapeau haute forme, il a peut-être 15 ans. Au passage, il salue Maulne sans s'arrêter et se dirige vers le château. Augustin le suit. Ils traversent un couloir où des fillettes se poursuivent. 2 jeunes garçons s'approchent en parlant. Augustin leur demande « Où dîne-t-on ?»« Viens avec nous, on va t'y conduire, » répond le plus grand. « Tu la connais, toi ?» demande l'un des enfants à Maulne. « Qui donc ?»« La fiancée de Franz. » Ils arrivent à la porte d'une grande salle. Il y a du feu dans la cheminée et on a mis des nappes blanches sur les tables. Maulne se met à manger. Les gens semblent à peine se connaître. Quelques vieilles paysannes avec des visages ronds et ridés parlent à voix haute. « Les fiancés ne seront pas là demain avant 3 heures. »« Est-ce qu'elle est aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» leur demande Maulne. Elle le regarde étonnée. Personne ne l'a vue, mais on sait que c'est la fille d'un tisserand de Bourges. Franz l'a rencontrée dans un jardin et il a décidé de l'épouser. Un couple charmant apparaît à la porte. Les 2 jeunes gens traversent la salle en dansant un pas de 2, d'autres couples les suivent. Le repas terminé, tous se lèvent. Dans les couloirs, des rondes et des farandoles s'organisent. Un grand Pierrot édenté court très maladroitement et fait la joie des enfants qui le poursuivent en criant. Une musique attire l'attention de Maulne. Il entre dans une pièce où de jeunes enfants regardent des images et écoutent une jeune fille qui joue du piano. Augustin se trouve plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Chapitre 4. La rencontre. Le lendemain, quand Augustin se réveille, la cour est déserte. Dans le ciel, le soleil rend l'air plus doux et fait briller l'herbe mouillée. Des oiseaux chantent dans les arbres. Maulne se dirige vers le bâtiment principal où une paysanne lui sert un bol de café brûlant. « Vous êtes le premier, » lui dit-elle. Augustin demande quand les bateaux partiront. « Pas avant une demi-heure. Personne n'est descendu encore. » Il cherche longtemps l'embarcadère et se promène le long des rives en attendant l'heure du départ. Soudain, il entend des pas sur le sable. 2 femmes, l'une âgée, l'autre jeune, s'arrêtent pour regarder le paysage. Augustin a l'impression d'avoir déjà vu cette jeune fille à la chevelure blonde et à la taille d'une finesse extraordinaire. D'autres invités arrivent. 3 bateaux accostent. Comme dans une étrange cérémonie, au passage de la vieille dame et de la jeune fille, tous les jeunes gens saluent et les jeunes filles s'inclinent. Étrange matinée. Maulne se retrouve sur le même bateau que la jeune fille qui n'est autre que la châtelaine. Il la regarde, fasciné par sa beauté. Elle aussi le regarde. Le bateau arrive à destination
et les passagers s'apprêtent à descendre. Maulne, qui se trouve près de la jeune fille, remarque son profil si pur. Il ressent une profonde émotion. À terre, tout est comme dans un rêve. Alors qu'autour d'eux les enfants courent et crient de joie, Maulne s'avance dans une allée, la jeune fille est devant lui. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, il se trouve près d'elle et lui dit simplement « Vous êtes belle ». Elle ne répond pas et hâte le pas. Augustin regrette d'avoir été si maladroit et de l'avoir peut-être offensée. Il la rejoint et lui dit « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, dit-elle gravement, mais je dois aller voir les enfants. Ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu. Je vous en prie, restez encore un peu. »« Je ne sais même pas qui vous êtes, dit-elle enfin. »« Je ne sais pas non plus votre nom, répond Maulne. »« Voilà la maison de Franz. Je dois vous quitter. »« Mon nom ? Je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Augustin pénètre dans la maison où de nombreux invités déjeunent d'un repas froid. Un peu plus tard, Maulne s'approche de mademoiselle de Galais. « Mon nom à moi est Augustin Maulne. Je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez ?» Et ils se mettent à parler lentement, avec bonheur. Petit à petit, la jeune fille devient moins distante. Maulne lui demande la permission de la revoir. « À quoi bon ? À quoi bon ? » répond-elle doucement. « Nous sommes deux enfants. Nous avons fait une folie. Vous ne devez pas monter cette fois dans le même bateau. Adieu, ne me suivez pas. » Au domaine, les fiancés ne sont toujours pas arrivés. Au pied de l'escalier, Maulne croise un jeune homme au visage fin et pâle qui lui dit « Adieu, monsieur !» Maulne monte dans sa chambre. Il aperçoit une lueur dans la pièce voisine et trouve un billet sur la table, à côté d'une bougie. « Ma fiancée a disparu. Elle ne veut plus être ma femme. Elle dit qu'elle est couturière et non pas princesse. Je n'ai plus envie de vivre. Qu'Yvonne me pardonne si je ne lui dis pas adieu, mais elle ne peut rien pour moi. » Dans la cour, les voitures partent les unes après les autres. Maulne demande à un paysan en blouse conduisant une vieille berline s'il peut monter. Dans la voiture, il s'efforce de distinguer la route par où il est venu, mais plein de fatigue, il s'endort comme un enfant triste. Tout à coup, le conducteur arrête les chevaux. « Vous devez descendre ici. Le jour se lève. Vous êtes tout près de Sainte-Agathe. » Encore tout endormi, Maulne, les mains dans les poches, marche lentement sur le chemin de Sainte-Agathe. Dans sa tête, la fête mystérieuse résonne encore. Chapitre 5. Le Bohémien. Depuis l'étrange aventure de Maulne, la classe est divisée en deux clans. Jasmin, qui ne veut plus parler à Augustin, a formé son groupe. Maulne ne me dit plus rien sur le domaine mystérieux ni sur la belle Yvonne. Il a peut-être oublié. Un soir de février, vers 9h, nous nous apprêtons à nous coucher quand un coup de sifflet et des cris nous surprennent. « Amenez-le ! Amenez-le » Puis d'autres cris encore. Enfin, une voix connue appelle « Monsieur Sorel ! Monsieur Sorel !» C'est Pasquier, le boucher. J'ai vu deux grands gars, et quand je me suis approché, hop, ils sont partis du côté de chez vous. Ce sont peut-être des bohémiens, ils sont sûrement en train d'organiser un mauvais coup. Je vous suis, viens François, me dit mon père. Maulne prend sa lanterne et se joint à nous. Nous marchons sur la neige, dans un silence absolu. Tout à coup, deux individus surgissent et s'enfuient dans la nuit. « François, accompagne-moi !» me crie Maulne, et nous nous mettons à courir derrière ces ombres dans le village endormi. Les deux inconnus s'engagent dans une ruelle sans issue que je connais très bien. « Nous les tenons, c'est une impasse !» dis-je à Maulne. Mais quand nous arrivons dans l'impasse, une dizaine de gars sortent d'une cour. Je reconnais Delouche, Denis, Giraudat, mais pas leur chef. Nous nous battons comme nous pouvons.
Mais 2 garçons m'immobilisent et 4 autres tiennent Maulne pendant que leur chef fouille dans les poches de mon ami. « Ça y est, nous avons le plan !» dit-il. À ces mots, tous disparaissent. Le lendemain, en classe, il y a un nouveau venu, un bohémien. Il a la tête bandée. « Je suis certain que c'est lui pour l'embuscade, me dit Maulne. Il est venu à l'école ce matin pour ne pas être soupçonné. Ce soir, après 4 heures, tu resteras dans la classe et pendant que je le tiendrai, tu lui reprendras le plan qu'il m'a volé. » Mais lorsque le bohémien arrive, nous nous apercevons que ses habits sont déchirés et que son bandeau est rouge de sang. « Je suis venu vous rendre le plan, dit-il. Les autres ont voulu me le prendre. J'ai dû me battre. » Maulne le regarde avec insistance, sans un mot. Le bohémien continue. « J'ai mis sur le plan d'autres indications, car moi aussi j'ai assisté à cette fête extraordinaire. Mais je ne connais pas en entier le chemin qui conduit au domaine que vous cherchez. » Devant notre reconnaissance et notre enthousiasme, le bohémien ajoute avec tristesse « Je ne suis pas un garçon comme les autres. Il y a 3 mois, j'ai voulu me tirer une balle dans la tête. Maintenant, je ne vis que pour m'amuser, comme un enfant, comme un bohémien. Je n'ai plus rien, je suis seul, je n'ai que Ganache. Soyez mes amis, je connais votre secret, et je l'ai défendu contre tous. » Et il ajoute, d'un ton presque solennel, « Soyez mes amis, jurez-moi que vous répondrez quand je vous appellerai. Quand je vous appellerai ainsi. » Il pousse un cri étrange. « Ouh !»« Jurez, vous, Maulne, jurez d'abord. » Nous jurons. Il continue. « Voici l'adresse de Paris où la jeune fille du château a l'habitude de passer les fêtes. » Soudain, nous entendons quelqu'un qui l'appelle. C'est son compagnon Ganache, l'autre bohémien. Ils s'en vont. Avec tous ces événements, nous ne nous sommes pas aperçus que le printemps est arrivé. Les 2 bohémiens en profitent pour organiser une grande représentation sur la place de l'église. Ganache, l'édenté, dirige une chèvre savante. Notre ami, le front bandé et habillé en pierrot, fait une pantomime. À la fin du spectacle, il salue le public et sort. Mais avant de disparaître, il enlève son bandeau. Maulne alors se lève et me crie « Regarde le bohémien! Regarde! Je l'ai enfin reconnu !» Je devine moi aussi. C'est le fiancé du domaine mystérieux, Franz de Galais. Le lendemain matin, Maulne se précipite sur la place du village. Elle est vide. Les bohémiens sont partis. Chapitre 6. Le départ de Maulne. Après le départ des bohémiens, le printemps s'installe définitivement. Maulne, qui a vainement cherché le sentier qui mène au domaine mystérieux, m'annonce un matin « C'est aujourd'hui que je pars. Je vais terminer mes études à Paris. » Il est inutile de lui demander pourquoi il désire aller à Paris. « Dès que tu l'auras retrouvé là-bas, tu m'écriras. C'est promis. N'es-tu pas mon compagnon et mon frère ?» Après son départ, je me retrouve seul pour la première fois depuis de longs mois, avec l'impression que dans la vieille voiture où Maulne s'est installé, mon adolescence est partie pour toujours. Dans les mois qui suivent, je reçois 3 lettres de Maulne. Dans la première, il m'apprend que la maison de Paris indiquée par Franz est fermée, même si Pâques approche, et qu'une jeune fille habillée en noir vient s'asseoir, elle aussi, sur un banc, attendant on ne sait quoi. Augustin a fait sa connaissance et tous 2 passent des heures entières à espérer que les fenêtres s'ouvriront un jour. Dans la deuxième, Maulne est désespéré. La jeune fille en noir lui a appris qu'Yvonne de Galais vient de se marier. Sa détresse est immense. Sa dernière lettre est encore plus triste et bouleversante. Maulne la termine ainsi : « Notre aventure est finie.
il vaut mieux tout oublier. Je passe ce nouvel hiver à étudier seul et sans goût, m'efforçant de chasser pour toujours les souvenirs de nos aventures, comme Maulne me l'a demandé. Mais l'été suivant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'ennui et la solitude me poussent à fréquenter à nouveau les autres et même Jasmin Delouche, car au fond, il représente un lien avec le passé et mon amitié avec Maulne. Au cours d'une promenade, Jasmin nous parle de certains domaines qu'il a visités et en particulier d'une demeure à demi abandonnée aux environs du Vieux-Nançay, le domaine des Sablonnières. Il raconte avoir vu dans la chapelle une pierre tombale avec ces mots : « Si gît le chevalier gallois, fidèle à son Dieu, à son roi, à sa belle. » Et il affirme que ce chevalier est l'ancêtre d'un vieil officier presque ruiné, Monsieur de Galais, qui occupe encore le château avec sa fille. Ces quelques phrases sont une révélation. Un chemin s'est ouvert, celui du domaine sans nom. Je sens alors en moi une force incroyable. D'enfant timide et rêveur que j'étais, je deviens déterminé. Je retrouverai mademoiselle de Galais, me dis-je, et je décide aussitôt d'aller chez mon oncle Florentin qui habite le Vieux-Nançay. Quelques jours plus tard, j'interroge mon oncle sur le domaine des Sablonnières. J'apprends que M. de Galais s'est ruiné à cause de son fils. Après le mariage manqué de Franz et sa tentative de suicide, il a dû vendre une grande partie du domaine. Sa fille vient assez souvent au Vieux-Nançay chercher elle-même ses provisions. C'est justement dans le magasin de mon oncle que j'ai la chance de rencontrer pour la première fois Yvonne de Galais, aussi belle que Maulne me l'a décrite. Chapitre 7. Les retrouvailles. Mon oncle Florentin, peut-être pour me faire plaisir, a organisé une partie de campagne et a invité Yvonne de Galais, son père, ainsi qu'Augustin Maulne. Je décide aussitôt d'aller à la Ferté d'Angillon chez mon ami pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le lendemain, quand j'arrive chez Maulne, c'est sa mère qui me reçoit. Elle prépare le départ de son fils. « Vous arrivez à temps, Augustin prend le train de 5 heures. Vous le trouverez en train d'écrire. » Il n'a pas changé. C'est le même gars au visage osseux, à la tête rasée. Toujours ce même regard loyal. « Tu pars ? Ce n'est pas pour un long voyage ? » ?»« Si, un très long voyage. » Il est troublé et silencieux. Puis il se met à parler comme quelqu'un qui veut se justifier. « Tu sais, quand j'ai compris que tout était fini, j'ai essayé de vivre là-bas à Paris. Mais après avoir connu le paradis dans le domaine perdu, je ne peux pas me contenter de la vie de tout le monde. Enfin, Maulne, explique-toi mieux. Pourquoi ce long voyage ? Eh bien, tu te souviens de la promesse faite à Franz ? Ah, ce n'est que cela ? Oui. Et peut-être aussi une faute à réparer. Mais je ne résiste plus et je l'interromps. Écoute, Augustin, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. J'ai rencontré Yvonne de Galais, et mon oncle vous a invité, elle et toi, pour une partie de campagne. Mais au lieu de lire la joie dans son regard, je n'y vois que tristesse. Sa réaction est inexplicable. Il semble même désemparé. Je dois vraiment y aller ? Mais voyons, cela ne se demande pas. Sur la route du Vieux-Nançay, Augustin se montre impatient et soucieux. La vue de Delouche, qui était invité lui aussi, finit de l'exaspérer. Et voilà celui qui a toujours possédé la clé de tout. L'attente lui est insupportable. Et si elle ne venait pas ? Elle l'a promis. Sois plus patient. Je sens qu'elle ne viendra pas. Je redescends avec les autres. Il s'en va, me laissant seul. Je fais alors quelques pas sur la petite route quand j'aperçois Yvonne de Galais sur son vieux cheval. « Je suis heureuse de vous trouver seul. Je ne veux montrer à personne qu'à vous mon vieux Bélisaire. » Mademoiselle de Galais est charmante.
mais elle parle plus vite qu'à l'ordinaire, et sa pâleur trahit un grand trouble. On lui présente les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaît pas. Puis elle aperçoit mon ami. « Je reconnais Augustin Maulne », dit-elle en lui tendant la main. C'est vers la fin de la soirée seulement que les deux jeunes gens enfin seuls peuvent se parler. Étrangement, Maulne insiste dans l'évocation de la fête au domaine des Sablonnières et chaque fois, Mademoiselle de Galais répond rapidement, un peu gênée par ses questions. Puis finalement, elle dit à Augustin « Vous ne reverrez pas le beau château de la fête, tout est perdu. Franz a fait des dettes, mon père est ruiné, nous sommes devenus pauvres. Madame de Galais est morte. » J'essaie vainement de faire diversion à la tristesse qui nous envahit. Maulne s'obstine pourtant à poser d'autres questions sur le domaine et la fête, et chaque fois, la jeune fille au supplice lui répète que tout a disparu. Maulne s'éloigne alors tristement. « Il est malheureux, me dit-elle, et je ne peux rien faire pour lui. » Triste soirée. Au retour dans notre voiture, Maulne est bouleversé. Soudain, une montée de larmes envahit son visage. « Arrêtez, voulez-vous » dit-il à mon oncle. « Je reviendrai tout seul à pied. » Il saute à terre et se met à courir. C'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demande en mariage Mademoiselle de Galais. Chapitre 8. L'appel de Franz. Le mariage a lieu après 5 mois de fiançailles dans l'ancienne chapelle des Sablonnières. Maulne semble avoir oublié son tourment. Mais le jour même de la noce, dans l'après-midi, alors que tout le monde est reparti et que les deux époux sont dans leur maison, on entend un étrange cri. « Ouh !» Un appel sur 2 notes que je reconnais aussitôt. C'est le signal de Franz. Je marche dans la direction du cri et trouve le jeune homme. « Franz, que faites-vous ici? Pourquoi venir troubler ceux qui sont heureux ?»« Mais je suis malheureux, moi. Je suis malheureux, » dit-il en pleurant. « Maulne m'a oublié. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon appel? Lui seul peut me sauver. Yvonne le laissera partir. Elle ne m'a jamais rien refusé. » Je suis irrité devant tant d'égoïsme et de puérilité. Mais en même temps, son désespoir si profond me touche, et je l'invite alors à revenir ici dans 1 an exactement, à cette même heure, pour y retrouver la jeune fille qu'il aime. Je me promets de rechercher moi-même la jeune fille pour ne pas troubler la vie des 2 jeunes mariés. Mais quelques instants plus tard, Augustin s'approche de moi. Il est nerveux et agité. « Où est-il ? Je dois lui parler, lui expliquer, moi seul, je peux le sauver. » « Augustin, pour une promesse enfantine, tu es en train de détruire ton bonheur. »« Ah, ce n'est pas qu'une promesse. » Je comprends à ces mots que quelque chose d'autre lie les 2 jeunes hommes. 2 ou 3 jours après, Yvonne de Galais m'annonce que Maulne est parti à la recherche de la fiancée de Franz. Une amitié forte et sincère naît entre nous. Elle ne me parle jamais de sa peine et me pose beaucoup de questions sur notre vie à Sainte-Agathe. Des semaines et des mois passent. D'Augustin, nous n'avons aucune nouvelle. Un jour, Yvonne de Galais m'annonce qu'elle va être mère. « Vous devez être heureuse, » lui dis-je. « Oui, bien heureuse, » répond-elle. « Maulne est stupide de manquer tout cela. Il ne vous a jamais écrit ? » Jamais. Un samedi soir, vers 5 heures, Yvonne a les premières douleurs, mais l'accouchement se passe mal et ma jeune amie, affaiblie, meurt le lendemain. Plus forte, sa petite fille lui survivra. Peu de temps après, le père d'Yvonne tombe malade et meurt lui aussi. Comme je suis le tuteur de l'enfant jusqu'au retour de Maulne, je m'installe aux Sablonnières dans cette demeure pleine de tristes souvenirs. L'enfant d'Yvonne est mon seul réconfort. Je suis instituteur à Saint-Benoît où je me rends à pied chaque jour pour faire la classe. Je rentre le soir, aussitôt après l'étude.
Dans cette grande maison silencieuse, j'espère trouver des indices qui m'éclaireront sur le comportement de Maulne et sur sa disparition. Et c'est ainsi qu'un jour de congé, en fouillant dans une vieille malle, je trouve des objets de l'époque de Sainte Agathe, des livres, des carnets. Tout à coup, je reconnais l'écriture du grand Maulne sur un cahier un peu jauni. Je commence à le feuilleter. Ce sont des réflexions, une sorte de journal intime. Je découvre enfin le terrible secret qui a tourmenté mon ami et qui l'a poussé à partir. Augustin raconte qu'il a commencé à fréquenter la jeune fille vêtue de noir, qu'il a connue à Paris, devant la maison d'Yvonne de Galais. Le désespoir et l'amitié les réunissent. Ils font des projets de mariage. Mais un jour, il apprend que cette jeune fille, Valentine, n'est autre que la fiancée perdue de Franz. Fou de remords, il l'abandonne. Je comprends maintenant pourquoi, quelques mois plus tard, l'appel de Franz a réveillé en lui la promesse faite et l'a poussé à partir à la recherche de Valentine et de Franz pour les réunir enfin. Le temps passe, et ma seule joie est la petite fille d'Yvonne. Par un beau matin de septembre, un homme grand et barbu entre dans la cour. Après quelques secondes, je reconnais mon ami Maulne. Je l'embrasse en pleurant. « Elle est morte, n'est-ce pas ?» me demande-t-il. Il reste debout, immobile et terrible. Alors je le prends doucement par le bras, et je le conduis dans la chambre de l'enfant. « Voici ta fille, dis-je. » Il a un sursaut et me regarde. Puis il la prend, la serre dans ses bras, et se met à pleurer. Il tourne enfin la tête vers moi et me dit « Je les ai ramenés, les deux autres. » Moi, en voyant Maulne et sa fille, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'ils partiront un jour, tous les deux, pour une nouvelle existence.